Bonjour, je suis Cécile Vigne, chargée de la qualité architecturale et la coordination urbaine pour la ville de Rennes et Rennes Métropole. On vient vous présenter deux petits projets architecturaux, mais néanmoins très importants pour nous, très emblématiques, et pour lesquels je commence par laisser la parole à Sébastien Semril, qui est premier adjoint à la ville de Rennes et adjoint à l'urbanisme et au développement durable, qui va vous présenter justement en quoi les enjeux urbains sont portés par ce projet. Et puis après vont suivre deux présentations qui vont être portées pour une fois que par les architectes. Et encore, les équipes ne sont pas complètes, même si on est déjà très nombreux. Le projet de Plaisance porté par Claire Shorter, urbaniste, et Hermine Bourdet, architecte. On aura l'occasion de présenter le reste de l'équipe après. Et puis Bertrand Chipan de MVRDV et Laurent Lagadec, architecte aussi, qui vont nous parler du projet de l'octroi. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Donc très rapidement, puisque c'est le jeu de ce format des projets urbains, en guise d'introduction, plusieurs éléments qui nous ont amenés effectivement à la fois à la méthode, mais aussi à la finalité des choix. La ville, comme toutes les villes aujourd'hui, se retrouve dans une stratégie de renouvellement urbain, avec deux belles opportunités que nous avions identifiées au précédent mandat et qui se sont révélées fructueuses sur ce mandat-ci, à savoir l'îlot de l'octroi et puis une frange de la ZAC Plaisance, avec comme finalement fil vert ou bleu l'eau, avec là une première stratégie qui était la nôtre, c'était finalement à travers des projets de renouvellement urbain et d'aménagement, de reconquérir les berges du fleuve, du canal, avec cette problématique que là aussi beaucoup de villes ou métropoles connaissent. Finalement, c'est un retour ou une inversion, c'est-à-dire qu'on renoue avec l'élément eau dans la ville. Il est évident que pendant plusieurs siècles, ce fleuve a été un empêcheur de développement urbain. Nous l'avons donc canalisé, nous l'avons caché. Et il s'agit ici, avec ces deux projets, il y en aura d'autres, de révéler ces berges et puis de renouer avec la minité urbaine, parce qu'on voit bien que les habitants recherchent aussi des lieux comme ça de rencontre. Donc c'est un enjeu évidemment de reconquête du fleuve, c'est un enjeu évidemment également de renouer finalement avec ce que nous essayons de faire, y compris dans le projet urbain qui a été le nôtre, puisque nous sommes en révision du PLU et dans l'instauration d'un premier plan local d'urbanisme intercommunal. Et l'enjeu pour nous, c'était aussi, à travers ces deux projets, de tenter des expériences un peu nouvelles. Vous verrez, on aura l'occasion de vous présenter ça, mais finalement, c'était peut-être de mettre un peu plus en avant la question architecturale, la question des formes urbaines, plutôt que la faisabilité économique d'un tel ou d'un autre projet. Donc c'est aussi un parti pris complètement assumé. Dans une stratégie globale, et c'est aussi le projet urbain qui nous l'enseigne, où finalement cette ville, centre, ce cœur de métropole, doit appréhender son élargissement et surtout l'élargissement de son centre-ville, parce qu'on a effectivement une aire urbaine qui grossit, et avec un enjeu dans les 4 cadrans d'une boussole, des grands projets dits structurants qui viennent justement déplier ce centre-ville, avec toujours cet enjeu de densité, bien évidemment, mais aussi de maintien économique, parce que c'est tout l'enjeu d'un cœur de métropole. Et vous le voyez donc avec ces deux projets qu'on va vous détailler, une opportunité de pouvoir traiter tous ces sujets, à la fois la question paysagère des trames vertes et bleues autour de la ville, la question de l'architecture et des formes urbaines comme un prérequis, nous semble-t-il, dans les formes urbaines, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à cet enjeu de renouveler la ville sur elle-même, et il est sans doute opportun, pour ne pas dire important, de redonner le crayon à l'architecte, parce que c'est à lui aussi de pouvoir créer des aspérités, des altérités urbaines qui permettent là aussi à la population finalement d'apprivoiser la question de la densité, qui est souvent un sujet compliqué, complexe, où on confond hauteur et densité, où on confond parfois même le sujet de l'ombre portée avec l'enjeu d'accueil des populations. Bref, c'était aussi pour nous un sujet d'expérimentation évident. Et puis pour finir, et avant de laisser la parole à toutes les personnes qui sont à mes côtés,
Rappeler que ce travail, finalement, est dans une belle continuité historique. Et je voudrais rendre hommage aussi à un travail qui avait été fait dans les années 90. Je pense évidemment au travail paysager et urbain d'Alexandre Chemetov, sous la houlette de mon prédécesseur ici présent, Jean-Yves Chapuis, qui avait finalement pensé cette question des berges à travers une ZAC bien connue à Rennes, la ZAC du canal, François Mitterrand, qui permet aujourd'hui finalement d'appréhender ce sujet de manière un peu plus pacifiée. Mais on pourrait peut-être dire qu'Alexandre Chemetov finalement a eu l'occasion, il y a 20 ans, 25 ans maintenant, eh bien, de donner la possibilité aux Rennais de retrouver, de redécouvrir leur fleuve. Et finalement, on s'inscrit tout simplement dans cette belle continuité, à la fois de manière géographique, puisque nous sommes dans la poursuite de ce travail, mais aussi dans une stratégie, encore une fois, urbaine, de pouvoir accueillir toutes les populations, parce que vous le savez, Rennes est aussi emblématique de cette volonté de pouvoir accueillir toutes les populations avec un plan local de l'habitat puissant et des obligations qui obligent tous les promoteurs ici présents, mais vous voyez qu'ils ont tous le sourire, donc a priori ils ne souffrent pas trop de travailler à Rennes. Voilà, merci à vous. Donc quelques petits éléments de cadrage avant de rentrer dans les projets. Ce sont deux sites d'échelle restreinte, 1 hectare pour l'un et 1 hectare 3 pour l'autre, qui nous ont permis de pouvoir développer une réflexion conjointe de manière architecturale et urbaine. C'est important, et du coup de bousculer le processus opérationnel classique en se disant qu'à un moment donné, les deux réflexions se nourrissent l'une l'autre et permettent d'aller sans doute plus vite sur des réponses pertinentes sur les questions qu'on se pose en matière de qualité d'habitat, d'aménagement, etc. Dans les deux cas, donc, on a des maîtrises foncières qui sont très avancées. Par contre, on est dans des calendriers opérationnels qui sont complètement différents. Dans l'un, pour l'octroi, on a une ZAC qui vient d'être créée. Dans l'autre, pour Plaisance, une ZAC qui est beaucoup plus ancienne et où, au contraire, c'est l'occasion de remettre le sujet complètement sur le tapis. On s'est dit qu'il fallait se donner des éléments de méthode. Des éléments de méthode communs. Donc, d'abord, de se dire, malgré tout, malgré ce que je viens de vous dire, des éléments de cadrage urbain généraux et qu'on a remis à l'échelle de la ville et qu'on a confié à notre architecte conseil Vincent Cornu et notre paysagiste conseil Christophe Delmar, de manière à définir un peu les grandes orientations et après pouvoir soumettre vraiment le sujet à nos équipes. On s'est dit que c'était important de déterminer une charge foncière fixe de manière à ce que ce soit vraiment le critère architectural qui prime. Et enfin, c'était important de constituer des véritables équipes de conception avec maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Après, avec des modalités différentes sur lesquelles on va revenir. Donc, vous voyez, là, vous avez deux éléments de cadrage. Et puis, voilà, nos deux méthodes, l'une et l'autre, sont assez contrastées. C'est-à-dire que sur l'octroi, on a invité 5 architectes internationaux qui nous semblaient intéressants, de renom. Donc, MVRDV qui vient de Rotterdam, qui est lauréat, donc qui est là. Mais aussi RS Mathéus de Lisbonne, Lynn de Berlin, Vergeli de Lyon, et puis Chino Zucchi de Milan. Voilà, et on les a invités, en les mettant au cœur de la consultation, à constituer leurs équipes avec un architecte rennais, et non pas pour une association d'aisance, si on peut dire, pour que l'architecte rennais suive les travaux, mais que ce soit vraiment une véritable équipe de conception. Et puis, on les a surtout invités à choisir leur maître d'ouvrage. Et ça a fait beaucoup parler les promoteurs, puisque ça a mis soudain les architectes dans une position inhabituelle de se faire courtiser par les promoteurs. Voilà. Rien que pour ça, je pense que tout le monde a été très... Voilà, une position inversée. Et donc, l'équipe lauréate est donc MRDV, représentée par Bertrand Chipan, avec Laurent Lagadec, architecte, et Giboire, le promoteur. Voilà. Et puis, pour Plaisance, par contre, on est rentré dans un processus beaucoup plus itératif en se disant que, voilà, comment est-ce qu'on constituait les équipes. Donc, on a fait des consultations successives pour constituer d'abord l'équipe de maîtrise d'ouvrage, dont le pivot était le bailleur, puisqu'il ne faut pas... Ne pas oublier que donc, dans les deux cas, on répond à nos objectifs du PLH qui est ambitieux et pour lequel, là, le point d'entrée, c'était le logement social. Donc, le bailleur était le pivot. Et puis, à partir de là, on s'est dit que on avait 3 coopératives à Rennes, 3 principales, et que c'était intéressant de les associer. Et puis comment est-ce qu'après, on choisit des maîtres d'ouvrage pour le libre. Et puis, à partir d'une équipe de maîtrise d'ouvrage, comment est-ce qu'on les associe aussi au choix des maîtres d'œuvre. Maîtres d'œuvre dans lequel on avait demandé comme contrainte d'avoir au moins 3 architectes, dont l'un
chargée de la coordination urbaine, l'autre étant une jeune agence. Donc l'équipe lauréate a répondu à 4, avec du coup une mission spécifique d'urbanisme. Et puis, je vous prie de m'excuser, j'écorche votre nom, Béale Blancart, pour, voilà, comme architecte confirmé, si on peut dire. L'atelier Moraire de Rennes, aussi architecte confirmé. Et puis, la plus jeune agence, représentée par Hermine Bourdet, Bourdet-Rivasso de Rennes. Et qui ont donc répondu avec l'équipe de maîtrise d'ouvrage lauréate, Espacil, COP de construction et Probimo. Voilà, là-dessus, maintenant que je vous ai donné à peu près ces éléments de cadrage généraux, si un élément important pour l'octroi, on a donné comme élément de cadrage pour la consultation sous forme de concours la loi MOP, de manière à ce que les architectes aient une rémunération conséquente, que les missions qui leur soient confiées soient bien déterminées dès le départ. Et enfin, on avait aussi fixé un coût de construction plancher, de manière à garantir la qualité des réponses. Tandis que sur Plaisance, on n'est pas rentré dans ce détail-là, mais par contre, on est rentré dans un mode de travail sous forme d'ateliers successifs et de manière à pouvoir avoir des véritables échanges avec l'aménageur qui est constitué par la ville, puisque c'est une des originalités de la ville de Rennes d'être aménageur. Là-dessus, voilà. Et puis, en termes de calendrier, on y reviendra. Bonjour. Je vais en quelques mots essayer de vous expliquer ce projet qui se love dans un méandre du canal d'Île-Errance. Vous voyez le petit point rouge sur l'image. Et donc, c'est un site absolument merveilleux. J'aurais pu mettre une photo, puisque d'abord, il est à 10 minutes du centre-ville. Ensuite, c'est le visage des Prairies Saint-Martin. Les Prairies Saint-Martin, c'est la poche verte que vous voyez en face du site, qui est le futur grand parc métropolitain de la ville de Rennes. Et puis, il est dans une situation géographique exceptionnelle, en arc de cercle, comme ça. Alors, cette histoire du canal, c'est évidemment parce qu'il y avait un éperon rocheux, sans doute un peu plus difficile à creuser. Donc le canal a fait ce petit détour. Et puis la ville de Rennes donc, nous questionne sur la façon d'installer ici, sur 1,5 hectare, 200 logements, donc une densité forte, et la façon de s'inscrire dans un méandre. Donc évidemment, notre première approche, c'était de se dire waouh, attention, humilité, attention, comment on s'installe dans cette géographie. Comment on répond à la figure rayonnante du parc dans un site comme ça qui est un petit peu en amphithéâtre. Alors notre proposition a été de travailler sur une nappe et une trame non orientée qui désoriente en quelque sorte justement l'aspect rayonnant de cette courbe. On a adopté ce principe parce que, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que évidemment on s'adosse à un cimetière qui a, lui, ses lignes, un très beau mur que l'on conserve dans le projet, évidemment. Et puis, on conserve aussi des tracés, des anciens tracés, des chemins vicinaux qui reliaient la campagne à Rennes. Donc, le chemin du Moulin Saint-Martin qui passe dans le projet et qui, donc, constitue voilà, une première direction pour notre projet. Ce choix de travailler en nappe, c'est aussi une façon d'organiser la densité qui est un petit peu différente. Donc là, c'est une emprise au sol très forte pour essayer de baisser au maximum le vélum. Ça a été notre enjeu pour offrir aux Rennais un vis-à-vis des prairies et un vis-à-vis du canal qui soit relativement doux. Donc vous voyez une architecture assez simple et sobre malgré des volumes chatoyants, comme le disait Vincent Cornu. Et puis c'était pas seulement... donc c'est un programme à 100% logement. Donc notre souhait, ça a été aussi d'offrir aux Rennais pas seulement du logement et pas seulement un vis-à-vis résidentiel, mais un vis-à-vis vie. Donc on a proposé un petit, très très bien exposé, puisqu'on est dans un endroit, un des rares endroits où le canal est exposé sud. Donc on a proposé une petite guinguette et pourquoi pas une traversée en bac du canal à cet endroit-là pour travailler aussi sur l'animation du quartier et le fait que les Prairies Saint-Martin et l'activité du parc rentrent à l'intérieur du site. Et puis, de l'intérieur du quartier, notre choix, donc, de travailler sur une emprise au sol assez forte, des volumes plutôt petits, très imbriqués,
nous permettent de créer des espaces avec des intériorités. Donc vous voyez ici une petite placette. Donc c'est des petits espaces de vie. On n'est pas sur des grands espaces, puisque c'est ce qui nous a aussi guidés, c'est ce contraste entre des grands espaces ouverts des prairies Saint-Martin et puis l'intériorité, le voisinage possible dans ce petit quartier. Alors après, des fondamentaux sur le logement. Tous les logements sont traversants. Tous les logements de rez-de-chaussée ont un jardinet et les autres une terrasse. Voilà, donc je vais laisser la parole à Hermine pour parler plus d'architecture. Merci. Bonjour. Donc nous sommes 4 architectes autour de ce projet et 2 questions essentielles se posent à nous. Quelle forme allons-nous développer, quelle forme de densité allons-nous développer sur ce site qui est si délicat, si précieux, et comment allons-nous travailler à 4 voix, 4 crayons sur ce projet? Grosse question. Nous faisons le choix donc unanimement de créer une sorte de nappe construite qui ne dépasse pas les 5 étages. Pour concevoir cette pièce urbaine, nous développons un système que nous appelons l'assemblage complexe de typologies simples. À partir d'un système constructif cohérent, cette sorte de boîte à outils qu'on met en place ensemble, chacune des agences développe un projet de vie collective qui va correspondre à une typologie de bâtiment. Vous pouvez voir les 5 typologies. Ces 5 typologies sont ensuite assemblées dans une trame, dans la trame du site non orientée, avec plus ou moins de rapprochement, plus ou moins de dilatation en fonction de la situation, en fonction des orientations, des vues sur le canal. Et donc ce qu'on recherche, donc la cohérence, toute la cohérence de la pièce urbaine tient donc à la richesse des volumes, à la simplicité de l'écriture architecturale, comme l'indique Claire. C'est ce qu'on a appelé tous pareils, tous différents. Et en termes purement de construction et d'architecture, les logements s'organisent autour d'un squelette structurel unificateur en maçonnerie blanche, dans lequel les façades orientées en remplissage bois et vitrage s'écrivent différemment suivant chaque type de bâtiment. C'est bon. Non, c'est bon. Dans l'idée d'avoir une offre ouverte aussi à tous les habitants, nous avons souhaité que les formes urbaines traduisent aussi cette mixité. Et à travers un travail d'emboîtement des échelles, des formes, des hauteurs, des orientations, les typologies des maisons groupées, les logements intermédiaires et collectifs peuvent comme ça offrir les mêmes qualités de logement qu'on soit dans une typologie où il y a des maisons ou que ce soit du collectif. Donc concrètement, nous avons fragmenté les collectifs en petits immeubles de 20 logements maximum, mutualisé les ascenseurs et les circulations verticales pour quelques typologies, pour diversifier les parcours, prolonger tous les bâtiments vers l'extérieur avec des jardins, grandes terrasses ou loggias. On peut aussi profiter donc, des volumes sous-rampants pour les séjours ou pour créer des mezzanines, proposer des logements doublement et triplement orientés. Et nous avons aussi surdimensionné les espaces de distribution et les espaces de terrasse, tous les espaces extérieurs, pour laisser la possibilité aux habitants de compléter ou de partager ces espaces avec leurs voisins. Et sur la dernière diapositive, on parlait de l'évolutivité des logements. Nous avons enfin imaginé une forme de mobilité des usages pour que le logement puisse évoluer au rythme des besoins des futurs occupants. Donc nous pensons aux familles qui s'agrandissent, se recomposent, aux besoins d'intimité selon les âges, au travail à domicile, aux besoins de plaisir, et au plaisir de partager des espaces avec ses voisins. Très très bien. Oui, impeccable. Voilà. Et donc la formule est multiple, elle peut se faire au moment de l'achat ou dans un second temps avec le respect d'un cahier des charges préétabli. Donc on peut imaginer la construction d'une serre ou d'un jardin d'hiver ou d'une pièce en plus sur sa terrasse. On peut imaginer la privatisation d'un espace de palier pour une chambre en plus, une salle de jeu ou un espace partagé avec son voisin. On peut imaginer aussi désolidariser un studio à partir d'un T4 pour en faire un T4. D'un T5 pour en faire un T4, pardon. Juste quelques images pour terminer, pour montrer que, j'en ai pas parlé, on a des jardins privés, on a des cœurs d'îlots, donc des espaces qui sont partagés entre résidents, et puis on a des espaces un peu plus ouverts, donc à la fois un jardin bocager, puisqu'on garde les traces et les plantations d'un ancien bocage, et une placette que vous voyez ici. Voilà, on travaille sur une diversité d'échelles et d'emboîtements. Et puis, bon, comme l'a dit Hermine, tout le travail a été vraiment de manière très fine de marier la pièce urbaine avec ses pleins et ses vides, et puis la qualité typologique architecturale. Merci. C'est bon ?
Suivant. Donc, vous l'avez compris, finalement, on a quand même été assez gâtés en tant qu'architecte sur ce projet. La ville l'a bien dit avant. On nous a redonné le crayon, c'est bien. On l'a repris à plusieurs mains avec Laurent, donc ça fait aussi un beau projet. Avant de présenter le projet, c'est quand même un point important. C'est vrai qu'on a senti quand même une implication très importante de la ville, avec des enjeux quand même très forts qu'on a essayé de remettre dans le projet. Donc on a vu qu'il y a eu, on a commencé à lire le brief et on a vu qu'il y avait quand même des enjeux très 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 forts, qu'on est venu compléter avec des enjeux architecturaux, avec des enjeux durables, avec des enjeux de mode de vie, complétés aussi avec le groupe Giboire par des enjeux d'usage. Donc voilà, donc finalement on a commencé à faire le projet en regroupant un peu, qu'est-ce qu'on voudrait avoir avant même de tracer une ligne. Donc voilà, on a quand même fait cette collection d'enjeux que je présenterai. Et c'est plutôt bien comme méthode de travail parce que finalement, on remet aussi l'architecture, on lui redonne quand même la place qu'il lui doit, parce qu'on dessine aussi, finalement, on décide de la manière dont les gens vont habiter. Donc autant prendre les bonnes décisions quand même et définir les bons enjeux. Donc c'est pour ça, on se posait une première question, finalement, pourquoi on est lauréat ou pourquoi on a fait ce projet. Tout simplement pour 4 parties très simples, et ça va être un peu les 4 chapitres de la présentation, mais finalement, tout d'abord pour assurer une certaine cohérence au niveau de la ville et du quartier. On est un site quand même qui est très bien orienté, plein sud, très bien loti dans son environnement puisqu'on est sur les berges de la Vilaine, donc quand même un site exceptionnel. Donc c'est aussi la volonté quand même de reconquérir un peu ces rives, qui est une volonté aussi de développement de la ville. Il y avait cette idée de signal, non pas forcément pour dire moi je suis là, mais plutôt pour créer aussi un nouveau repère dans la ville, parce qu'on est quand même dans le centre quand même assez proche, donc ça permet aussi d'attirer les gens aussi vers cette partie de ville le long des berges, et puis bien entendu offrir des appartements de qualité. Alors peut-être comment on s'y est pris finalement. La première partie, pour assurer cette cohérence à l'échelle du quartier, c'est assez intéressant parce que là on commence finalement avec les enjeux ou les petites règles qu'on s'est fixées et comment le projet a pu y répondre. Mais une première règle, c'était finalement respecter les voisins. On n'est pas seul sur un site. Il y a beaucoup de vis-à-vis, il y a des points de vue à pas combler. Il faut pas se fâcher avec ses voisins, c'est connu. Hein. Donc on était venu comme ça à dire on regarde un peu ce qu'il y avait autour et on a essayé comme ça avec le projet de baisser certains points. Donc on a fait quand même varier un peu cette densité pour justement libérer des vues ou éviter de donner des ombres portées sur les bâtiments adjacents. Donc voilà ici le gabarit. Un deuxième enjeu était aussi de créer des porosités physiques et visuelles. Donc on a vraiment travaillé sur ça, et l'idée de venir comme ça à un moment courbé, parce qu'on est vraiment sorti de la fiche de l'eau, quoi, et on n'est pas forcément venu s'aligner aux limites de site non plus. Donc on a pris comme ça la liberté de venir courber un peu les bâtiments, justement pour inviter d'autant plus les gens vers l'eau, où le regard s'ouvre. Donc comme ça, progressivement, on arrive, et puis notre regard, finalement, nous amène naturellement vers l'eau, et on crée finalement toutes ces porosités. Donc voilà, je vais passer la parole avec Laurent, on fait comme ça un peu en alternance, mais c'est comme ça qu'on a travaillé, donc c'est plutôt pas mal. Merci. Ouais, reconquérir les rives de la Vilaine. Effectivement, la ville mène depuis pas mal de temps, plusieurs mois, une concertation auprès de la population pour aussi interroger ce que les Rennais attendent de la ville, de leur espace public, différentes qualités architecturales. Et la ville de Rennes est un petit peu ce défaut, on va dire, si on peut se permettre, de dire qu'elle tourne un peu le dos à la Vilaine, qui est quand même à l'origine de sa construction, de sa constitution. Et sur ce site très particulier, assez idyllique, on trouvait
légitime, normal que le projet favorise en fait ce rapprochement et ces retrouvailles avec l'eau. La première intention est assez simple pour nous, c'était évidemment d'adoucir les lignes du bâtiment. On a un bâtiment qui ne s'implante pas du tout sur les limites parcellaires qui nous étaient données pour travailler. On trouvait que ces courbes finalement favorisaient les ouvertures visuelles, mais aussi le passage physique depuis l'espace public vers ces berges qui feront aussi partie de l'espace public, mais comme le projet se positionne à un entre-deux, il fallait qu'on puisse l'accompagner et qu'on l'incite, ce déplacement vers l'eau. Ce qu'on voit au centre, ce qu'on distingue au centre, qui ressemble à un hangar, est un équipement culturel qui sera construit, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un café-théâtre qu'on devait prendre en compte, nous, dans la fabrication du projet. Et on voit, je ne sais pas si le curseur ne fonctionne pas, mais on voit à droite, immédiatement à droite, après le pont, on voit les deux petits pavillons de l'octroi qui donnent le nom finalement à ce site. Et en complémentarité de ce café-théâtre, on propose que notre rez-de-chaussée s'implante plus en retrait que ce qui était autorisé pour dessiner une vraie place publique bordée par le café-théâtre, le bar que nous on va proposer, le café qu'on va proposer au rez-de-chaussée de notre programme et ce pavillon de l'octroi. Cette petite place publique, la place de l'Octroi, donne sur un jardin qui est très beau, le jardin de la Confluence, qui a été réalisé par Mutabilis assez récemment, je ne sais plus quand il a été livré, 2014-2015, qui a déjà énormément d'usages. Les gens s'y installent, viennent pique-niquer, viennent se promener, viennent profiter de la Confluence. C'est le nom du jardin, de la Confluence de l'Isle et de la Vilaine, et on trouvait finalement totalement logique que cette place vienne en complémentarité de ce jardin, avec l'eau entre les deux. On voit que les courbes incitent à ces déplacements. Et là, sur une première image, on voit que ça fonctionne. Les gens sont là, profitent de l'eau, des terrasses. Ça marche. Dans le cahier des charges qui nous était donné par la ville et j'ai envie de dire la fiche de l'eau, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est un gros mot en fait, en général fiche de mots, donc de fiche de l'eau, mais voilà. Enfin, une espèce d'esquisse qui avait été faite par Vincent Cornu, une faisabilité. Il y avait la question d'un signal. C'est vrai que il fallait qu'on monte jusqu'à R+10, c'est énorme. Et nous, on a trouvé assez logique finalement de ne pas monter là où il nous était suggéré de pouvoir le faire, on va dire ça comme ça, mais de monter R+10 au centre de la parcelle du site. D'abord parce que cette hauteur s'écarte au maximum des avoisinants, des voisins, donc par les Bertrand, qu'on a essayé de respecter, et propose aussi finalement peut-être une visibilité du projet depuis cet axe, l'axe du mail François Mitterrand, qui a aussi été complètement transformé par Mutabilis à la demande de la ville. On voit émerger ce bâtiment et il fait partie finalement d'une série d'émergences qui viennent ponctuer, marquer des polarités de la ville, le long de la Vilaine, le centre-ville qui s'étend via ces polarités très importantes. Dans la stratification du projet, on accentue cette stratification par un dégradé des façades. On a un matériau émaillé qui va nous permettre de travailler un dégradé. Comme ça, on stratifie graduellement, verticalement le projet au fur et à mesure que les terrasses montent. Et le soir, la nuit, le signal est renforcé avec certaines parties qui s'éclairent, qui s'illuminent. Et ça vient aussi compléter un dispositif que l'on voit apparaître dans la ville, soit par initiative publique, soit même par initiative privée, de quelques signaux lumineux qui signalent, ponctuent des vraies polarités urbaines. Donc pour conclure rapidement aussi la quatrième partie qui était offrir des appartements de qualité autant tournés vers la ville que sur le paysage. Bon, je le disais aussi, il faut respecter les voisins, mais il faut aussi se respecter entre soi et éviter. Donc il y avait quand même ça, une position, et c'est pour ça qu'on est venu aussi ramener le signal un peu plus au centre, pour justement éviter les vis-à-vis entre les personnes habitant sur le même site. Donc on est venu comme ça décaler un peu les émergences et puis optimiser les vues dans les 4 directions. Ensuite, il y a quand même une mixité habitante. C'est ça qui était aussi intéressant avec plusieurs programmes qui sont venus comme ça se combiner. C'est bien, ça devient une base normale, mais tant mieux, continuons comme ça.
Ça, c'est pas un schéma, c'est des chiffres, mais j'aime bien en parler. C'est l'enseignement. Il n'y a pas de mono-orienté plein nord, heureusement. Il y a 25% quand même de mono-orienté sud, est, ouest. Bon, ça va, ça reste bien et c'est des bonnes orientations et c'est surtout les petits appartements. Pour les appartements plus grands, on a quand même 37% en double orientation et 38% en triple ou quadruple orientation. Donc c'est quand même intéressant. On en parlait sur le projet juste avant. On sent qu'il y a une reconquête comme ça de nos façades chez soi. 1, 2, 3, 4 façades avec de la lumière, des vues. C'est important. Je pense qu'une autre qualité qui nous a permis d'être lauréats, c'est tout simplement, on a dit, on veut des espaces extérieurs pour tous. Et les espaces extérieurs, c'est pas forcément une petite loggia ou un petit balcon, c'est vraiment une terrasse. On voit à droite, à gauche, on voit devant. Ça, c'est important. On a toujours comme ça ce sentiment d'habiter au dernier niveau quand on a des terrasses. Donc ça, c'est vraiment un plus. On le voit ici. Et puis, bien entendu, Laurent le parlait avec ce jardin des confluences qui est amené à s'étendre. D'où le nom du projet aussi, Ascension paysagère. C'est un moment, voilà, c'est la nature qui vient comme ça reconquérir le bâtiment. On a fait une espèce d'arboretum des essences qui marche bien dans le coin parce que finalement les habitants vont s'approprier aussi un peu ces plantes et puis on verra comment ça se développe mais on a des bonnes ambitions et voilà pour conclure en prenant 10 secondes de plus. C'est intéressant de voir ce schéma, on me sourit, tant mieux. Mais c'est vraiment ce catalogue, il y a 12 enjeux, 12 commandements, je ne sais pas comment on les appelle, mais non, ça ne marche pas. Donc 12 enjeux qui finalement résument les qualités du projet et qui répondent finalement aux besoins tant de la ville que des utilisateurs, quoi. Donc voilà, je vous remercie.